Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 3 février 2025. Et oui, nous entamons donc le deuxième mois et nous en sommes au troisième jour. Merci de rester fidèles au programme de la chaîne du service public. Vous êtes bel et bien sûr Bénin TV de la société de radiodiffusion télévision du Bénin SRTB. Mesdames et messieurs, nous sommes nombreux ce matin à vous accompagner dans ces premières heures de cette journée. Et je me fais le porte-voix de toute l'équipe, dirigée de main de maître par l'homme qu'on appelle Timothée Routon. Et si vous me recevez chez vous, c'est bel et bien à la magie et à la dextérité de l'homme qu'on appelle Benjamin Denayon. Mesdames et messieurs, ce matin, nous parlerons de l'aide de l'État à la presse. Vous savez, chaque année, normalement, l'État, pour la presse privée ou publique, dans une certaine mesure, accompagne, l'État donc accompagne les organes de presse dans leur évolution, dans leur développement, pour leur permettre vraiment d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Alors aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir comment est-ce que l'État peut accompagner les organes de presse, les médias pour une presse crédible et libre à la fois. Nous allons en parler. Alors, depuis bientôt 10 ans, cette aide de l'État se fait désirer, mais la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, a annoncé les couleurs la semaine dernière en disant que cette aide-là pourrait être de retour. On va en parler avec quelques grandes voix de la presse béninoise. Mais avant tout ceci, nous allons, comme à l'accoutumée, démarrer cette émission avec la session d'information. On aura aussi le tour dans le passé, à présent le passé pour ressusciter nos héros. Ça va être avec Patrick Diosso. Mesdames et messieurs, avant de mettre tout ceci en musique, on va faire le tapis pour Marcella Rossi qui nous présente le premier rendez-vous de l'information. Bienvenue à chacun et à tous. Installez-vous, ça démarre. Bonjour et bienvenue donc au premier rendez-vous de l'information sur votre télévision. Nous démarrons par les échos du Gala des champions, le Bénin qui célèbre ses athlètes les plus performants. Ils ont été les athlètes les plus performants de la saison, disais-je. Ils ont porté haut l'étendard du Bénin dans les compétitions internationales et à juste titre, le ministre des Sports reconnaît leur mérite à travers le Gala des champions, dont voici quelques images. Des pelouses à la Seine, la mutation s'est vite opérée pour Michael Poté, ancien attaquant des Guépards, co-présentateur du Gala des champions. On va récompenser nos meilleurs athlètes qui se sont fait remarquer dans leur propre discipline, sur le plan national comme sur le plan international. Et pour ça, mesdames et messieurs, pour commencer les hostilités, ce soir, je ne vais pas me transformer en buteur, mais plutôt en passeur. Un champion néo-retraité pour soutenir et encourager les talents qui émergent. En 2024, le Bénin du sport a accompli des performances de bonne facture. Au compteur de la saison écoulée, nous avons comptabilisé toutes disciplines confondues, 4 trophées, 90 médailles d'or, 110 médailles d'argent et 114 médailles de bronze. Au total, 112 athlètes issus de 20 fédérations sportives sont distingués sur l'estrade de la reconnaissance. Des athlètes confirmés, aux valeurs qui émergent, le Gala des champions encourage les petits succès et les grands, comme Odi Laronwanou, vainqueur des Jeux africains et des championnats d'Afrique d'athlétisme. Pour moi, c'est une fierté et je suis très honorée d'être là déjà. Ma devise, c'est toujours ça, d'aller jusqu'au bout de mon rêve. Aller au bout de leur rêve, ou presque. C'est ce qu'ont réalisé les athlètes du Maracana, vice-champions du monde. Une première dans leur histoire. Cela donne d'ailleurs envie de continuer et de faire davantage, quitte à ce qu'on, n'est-ce pas, puisse honorer ce pays au-delà de nos frontières. Au rang des tout nouveaux de la classe, le MMA, les arts martiaux mixtes. Durant longtemps restés à l'étape d'association, ils sont passés à fédération il y a tout juste quelques semaines et les performances parlent déjà pour eux. Pour nous, c'est un peu une consécration, c'est une reconnaissance de l'État qui dit on vous observe, on voit le travail que vous faites, continuez. C'est surtout pour nous un encouragement à aller encore plus loin et encore plus fort. La vision est partagée par le ministère des Sports qui vibre à la même fréquence. Le ministre compte porter le mouvement sportif à des hauts standards et cette exhortation qui sonne
comme un envoi en mission. Honorez votre nation et votre nation vous portera encore plus en triomphe. Je vous en donne la garantie. La transition vers la radio numérique en Afrique est en bonne voie. Les pays concernés viennent de s'imprégner des défis et enjeux de cette transition, et cela grâce à un atelier de formation sur la radio digitale en Afrique. Les participants savent désormais, mais maintenant, à quoi s'en tenir pour la survie de la radio dans un monde devenu tout numérique. Oboubé Blanchard est le directeur de la radio communautaire FM AME. Dans sa gestion quotidienne depuis quelques mois, il fait face à une question récurrente, celle de la digitalisation des programmes de sa radio au regard de la transition de l'analogique vers le numérique. Les formations que nous avons eues nous ont permis quand même de comprendre que, en dehors des infrastructures qu'il faut, nous pouvons nous baser sur les outils digitaux que nous avons, les smartphones et quelques applications pour produire en fait de contenu diversifié qui attire notre public. Face aux défis liés au numérique, la radio se doit de se réinventer et de se digitaliser. C'est tout le sens de cette conférence sur la radio digitale en Afrique. Ces 3 jours, d'abord, nous ont permis de réfléchir très professionnellement à l'avenir de la radio numérique en Afrique. Par ailleurs, d'échanger entre professionnels de la radio et des médias plus généralement sur la manière d'aborder ce virage numérique pour la radio, d'aborder la stratégie des médias aujourd'hui qui est induite par le virage numérique. Cette formation est le fruit d'un partenariat entre le Conseil international des radios-télévisions francophones CIRTEF, l'Union radiophonique et télévisuelle internationale URTI et la Société de radio et télévision du Bénin SRTB. L'avenir du numérique au sein des radios de la SRTB s'annonce prometteur. La modernisation se concentre sur la production, la diffusion, l'archivage numérique avec de nouveaux studios équipés d'outils de pointe, incluant la radio filmée. L'année 2025 marquera un tournant décisif avec l'essor des podcasts et une présence renforcée sur les canaux digitaux, amorçant ainsi une véritable révolution numérique. La transition numérique représente un levier essentiel à la productivité et à la rentabilité. La rencontre de Cotonou a été sanctionnée par une déclaration, gage de la volonté d'asseoir les bases de la transition numérique et de la radio en Afrique. Et voici une autre initiative de développement durable, un projet pour assurer la résilience écologique du bassin du Mono. Il est dénommé Initiative régionale pour l'eau et l'environnement dans le bassin du Mono et mis en œuvre par l'autorité du bassin du Mono. Évariste Zomaon et Samirat Chabimane, j'y arrive, nous retracent ici le lancement de ce projet. Le projet Initiative régionale pour l'eau et l'environnement dans le bassin du Mono, IRE Mono, a pour objectif principal d'assurer le développement durable et la résilience écologique du bassin du Mono grâce au renforcement de la gouvernance et à la capacité de la gestion intégrée des ressources en eau, à la planification participative par les communautés et au renforcement de la collaboration entre le Bénin et le Togo. L'Observatoire du fleuve Mono permettra de commencer par donner un début de réponse aux inondations récurrentes, faire un suivi écologique de l'eau, du côté Togo comme côté Bénin. En faisant l'option de mettre en place l'autorité du bassin du Mono, les gouvernements du Bénin et du Togo ont très bien fait au regard des enjeux cruciaux qui entourent la question de la gestion de l'eau au niveau de nos deux pays. Avec la mise en œuvre du projet IRE, les diverses pressions subies par le bassin du Mono seront amoindries. Les attentes sont nombreuses, autant des administrations de tutelle, également pour les communautés qui vivent dans le bassin du fleuve Mono. Elles attendent, nous leur disons, gérer durablement, mais ces communautés ont besoin de vivre. Comment nous pouvons améliorer leurs pratiques pour que leur empreinte écologique soit le moindre? Les objectifs de ce projet cadrent parfaitement avec l'objectif 3 du domaine d'intervention du Fonds pour l'environnement mondial. Il répond parfaitement aux ambitions de nos gouvernements de faire du bassin du Mono et à travers son autorité un creuset des initiatives inclusives et participatives
du développement et de la gestion intégrée des ressources en eau et des écosystèmes. D'un montant de 5 millions de dollars, soit près de 3 milliards de francs CFA pour une durée d'exécution de 4 ans, le projet Initiative régionale pour l'eau et l'environnement dans le bassin frontalier du fleuve Mono, Iré Mono, que pilote l'autorité du bassin du Mono, est approuvé par le Fonds pour l'environnement mondial. Déployer la cantine scolaire dans tout le Bénin en 2025, ce rêve du président de la République se concrétise progressivement. Le programme alimentaire mondial, premier partenaire, a transmis le témoin à l'ANAN, Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Ici, Ariane Da Silva nous propose d'en savoir un peu plus sur les acquis de ce partenariat. Le succès de ce programme est surtout dû à la solidité des partenariats stratégiques noués. En effet, au lancement du programme, l'exécutif a sollicité le PAM, Programme alimentaire mondial, pour sa gestion avant le transfert définitif des compétences à l'ANAN. De 2017, les chiffres ont évolué et en 2023, nous étions à plus d'1,3 million élèves bénéficiaires pour 5 709 écoles avec un taux de couverture de 75%. Donc ça, c'est déjà un aspect positif en termes d'évolution. Le PAM ne va pas totalement abandonner le secteur. Le PAM va continuer à conseiller l'agence en tant qu'institution réputée dans ce type de secteur de l'alimentation et de la nutrition. Et le PAM pourra également continuer à mettre en œuvre quelques projets pilotes financés par certains partenaires. L'idée, c'est d'expérimenter certains dispositifs et de pouvoir les reverser après à l'agence. Les populations doivent désormais comprendre que leur rôle est crucial. Elles doivent assurer la mobilisation des ressources complémentaires attendues et la veille pour que le dispositif bénéficie d'un contrôle citoyen adéquat et dissuasif. Les engagements que le gouvernement a pris dans ce sens, c'est 3 éléments que le gouvernement va faire en complément de l'apport des vivres secs que nous mettons actuellement à la disposition des écoles. La première chose, c'est les magasins. Donc le gouvernement s'engage à construire partout où on a des cantines scolaires, des magasins, pour sécuriser les vivres. Et le gouvernement s'engage aussi à construire des cuisines avec des foyers améliorés pour faciliter la vie aux cuisinières, aux mères d'enfants qui accompagnent le programme. Et la troisième chose, c'est l'eau potable qu'on doit pouvoir apporter au niveau de toutes les écoles. Le programme des cantines scolaires a transformé des vies. Pour les écoliers et leurs parents, c'est une véritable bouée de sauvetage. Le président Patrice Talon, dans sa volonté de transformer profondément le Bénin, a fixé un cap audacieux pour 2025, assurer à 100% la couverture des écoles des zones rurales. Un engagement traduit en actes dans les prévisions budgétaires de 2025, prouvant une fois de plus la priorité accordée à l'éducation et à la nutrition des plus jeunes. Les dotations arrivent à temps et le comité de gestion joue son rôle. Les parents apportent leur contribution et les séances de sensibilisation ont régulièrement lieu et cela nous permet de pouvoir achever l'année en beauté en ce qui concerne la cantine. On prépare bien pour les enfants mangent avant de rentrer à la maison. Donc nous sommes contents. Les mamans, les papas, on est tous contents de la cantine. Parce qu'avant, les enfants n'acceptaient pas vous venir à l'école comme il le faut. Maintenant, à cause de la cantine, nous sommes tellement contents, comment vous aussi, vous êtes contents. À l'heure de pause, quand ils finissent de manger, ils se reposent un tout petit peu. Allez, paf, c'est les cahiers. Ils reprennent leurs cahiers et commencent par réviser les leçons. La cantine scolaire, je dis toujours que c'est ça qui a permis d'avoir de bons résultats. Au plan international, le Bénin a été reconnu comme champion mondial en alimentation scolaire. Et par 2 fois, le Bénin a été invité à participer au conseil d'administration du programme alimentaire mondial à Rome. La coalition mondiale pour l'alimentation scolaire
a désigné le chef de l'État béninois comme champion mondial pour l'alimentation scolaire. Si l'on considère l'ensemble des financements disponibles, le programme des cantines scolaires est déployé actuellement dans 5875 écoles, ce qui correspond à un taux de couverture d'environ 80%. Les ressources mobilisées sont fortement réinjectées dans l'économie locale. À titre illustratif, c'est près de 10 milliards de francs CFA qui ont été consacrés aux achats de vivres locaux en 2023, dont plus de 2 milliards aux petits producteurs. Les ressources servent également au paiement des salaires des nombreux jeunes recrutés par le programme, au paiement des transporteurs et des cuisinières, ce qui génère une véritable économie circulaire. Le Bénin d'aujourd'hui forme, grâce à ce programme, les leaders de demain. Et sur un tout autre registre à présent, une formation en sérigraphie au profit des jeunes, initiative de la mairie des jeunes de Semepodi. Au terme de 7 jours d'ateliers pratiques, les bénéficiaires ont reçu leurs attestations samedi dernier. Fifam et Salomé Ataligui et Françoise Insou étaient nos témoins. Je dépose la maquette sur le t-shirt. Dans un geste précis, Grélin applique délicatement l'encre sur le vêtement, guidé par la chaleur de l'écran de sérigraphie. Après les 30 secondes, la machine nous signale que l'impression a été faite. On attend les 30 secondes. Ce savoir-faire est le fruit d'un apprentissage récent, rendu possible grâce à une formation initiée par la mairie des jeunes de Semepodi. Grélin n'est pas le seul à bénéficier de cette opportunité. Comme lui, une 50aine de jeunes suivent gratuitement cette formation en sérigraphie, une compétence qui pourrait bien changer leur avenir. C'est vraiment incroyable de voir tout ce que nous avons appris et réalisé en seulement une semaine de formation. En si peu de temps, nous avons acquis des compétences pratiques, découvert de nouvelles techniques et surtout, nous avons vu nos idées prendre forme grâce à la sérigraphie. En recevant ces attestations, nous ne voyons pas seulement un bout de papier, mais une porte ouverte vers de nouvelles opportunités. Vous avez expérimenté, vous avez créé et aujourd'hui, vous repartez avec des connaissances précieuses qui, nous l'espérons, vous ouvriront de nouvelles opportunités. Cette semaine a été riche en enseignements et en partage. Vous avez su faire preuve de détermination, d'engagement et de curiosité. Je viens beaucoup plus ici au nom du maire Bernard Menton, au nom du secrétaire exécutif et au nom de ma direction pour demander à l'association de la mairie des jeunes de poursuivre encore dans ce bon sens. Le soutien de l'administration communale est garanti. Pour aller plus loin, un bon de formation est remis aux plus motivés, leur permettant de perfectionner leur savoir-faire et de transformer cette passion en véritable source de revenus. Et c'est fini pour la 3e édition du dialogue des femmes africaines à Johannesburg. Pendant 5 jours, 1000 femmes venues de plusieurs pays d'Afrique ont échangé sur leurs conditions de vie. À la fin des travaux, elles se sont retrouvées par région pour le bilan. Voici celui du Bénin présenté en son et images par Bénédicte Bossou et Alexandra Yotan. Après 3 jours d'intenses travaux, les femmes de l'Afrique de l'Ouest participant à cette 3e édition de la FUID font le bilan. Quelles sont les leçons apprises sur place ici à Johannesburg? Qu'en sera-t-il de l'après à FUID? Eh bien, c'est l'exercice en cours dans cette salle du centre Birchwood, en plein cœur de Johannesburg. Il s'agit d'échanger pour consolider les questions clés émergentes de leur région. Qu'est-ce que je vais ramener chez moi? C'est comment faire le réseautage des femmes. Comment nous allons nous organiser? Nous allons vraiment rencontrer les autorités compétentes pour leur dire ce que nous avons appris ici.
Entre autres témoignages recueillis, celui de cette femme venue de la région du Sahara occidental. Nous qui avons aujourd'hui le statut de réfugiés, avions trouvé l'amour de la part des femmes de tous les autres pays africains. Notre combat, c'est votre combat. Nous avons besoin d'améliorer notre participation dans la sauvegarde de la paix. Chaque pays, à sa manière, s'est réjoui de sa participation au présent forum. Un dialogue inclusif entre femmes, nonobstant la diversité des origines et des cultures, eh bien c'est ce qui particularise Afouid. Les femmes doivent apprendre à travailler ensemble pour transformer l'Afrique. Eh bien, ce message, chacune des participantes à cette 3e édition d'Afouid l'a compris. Cannes 2025, elle démarre en décembre prochain, mais en attendant le coup d'envoi, la compétition se joue déjà sur la toile. C'est la Cannes avant l'heure, nous rapporte Stanislas Limpon. Les groupes de la phase de poule de la CAN Maroc 2025 connus, la compétition se joue déjà hors stade. La plupart des matchs virtuels opposent les supporters des pays dits très forts dans le groupe D à ceux du Bénin. On est déjà qualifié. Le Bénin et le Botswana ont aussi des équipes de foot, écrit un internaute. Un fan de la République démocratique du Congo poursuit. On chicote le Sénégal, le Botswana et le Bénin. Erreur. Un peu d'humilité quand même, conseillent les fans de l'équipe béninoise. Ces derniers ne faiblissent pas, ils seront surpris. Le Sénégal même le sait, ils n'ont qu'à poser la question à la Côte d'Ivoire et au Nigeria, réagit un supporter des Guépards du Bénin. Le match virtuel devient un challenge audiovisuel fait de moquerie. Tiens, avec toutes les souffrances que le Bénin a dû endurer pour se qualifier pour la CAN au Maroc, on peut les mélanger avec Sénégal, RD Congo. Les Béninois répliquent, le Bénin sera deuxième de ce groupe et non un meilleur troisième. Avant de critiquer les gars, je vous invite à aller voir les derniers résultats du Bénin. C'est simple de parler d'un pays qu'on maîtrise pas. Je vous invite à aller voir nos derniers résultats qui on a déjà battus. Et après on parle. Au revoir. Dans cette ambiance de bataille virtuelle, de nouveaux soutiens se manifestent. Comme le Togo a refusé de se qualifier pour la CAN et que mon second pays, le Ghana aussi, est éliminé, voilà, j'ai choisi de soutenir les Béninois à la CAN 2025. Pas loin de ce match d'avant l'heure, le choix porté sur Djimon Hounsou pour co-animer la cérémonie du tirage au sort de la CAN Maroc 2025 fait aussi débat. Djimon Hounsou, présentateur officiel de la cérémonie du tirage au sort des poules de la CAN Maroc, les retombées des Vaudondaises, a posté Da Adagboto. L'ancien rappeur béninois estime que quand on parle d'un pays un peu partout, c'est à ce type de retombées qu'on doit s'attendre. En réaction, des internautes relativisent. L'acteur de cinéma est célèbre avant les Vaudondaises. La star hollywoodienne a un parcours unique. Il faut donc respecter le talent de ce Béninois, son dur labeur, soulignent ses fans. D'autres se posent des questions à l'image de celui-ci qui interroge. Si le Bénin ne s'était pas qualifié pour la CAN, qui allait l'appeler? C'est une vaine polémique, selon plusieurs commentaires. Mais une certitude, le monde entier retient désormais qu'un fils du Bénin a une fois de plus illuminé la scène mondiale, peut-on lire à travers de nombreuses publications. Voilà qui met donc un terme à ce premier journal de la journée. Rendez-vous à 13h, 20h puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur la télévision nationale. Merci à vous, mon cher Marcel Ahossi. Mesdames, Messieurs, nous allons enclencher rapidement sur ce qui fait l'actualité du jour au niveau de nos confrères de la presse écrite. Voici la revue des titres des journaux. La revue des titres des journaux, c'est avec Marcel Ahossi. Marcel, à nouveau bonjour. Bonjour de nouveau, bonjour à tous. De nouveau, nous démarrons cette revue des titres des journaux parus et parvenus à notre rédaction aujourd'hui, en attendant bien sûr la revue de presse en fin d'émission.
Bénin intelligent pour démarrer, créativité artistique, projet archéovision, l'IMAC sublime l'héritage archéologique, visiter l'exposition croustillante à l'université d'Abomey-Calavi jusqu'au 7 février 2025. Le meilleur aujourd'hui, sauvegarde du patrimoine culturel béninois, Patrice Talon nomme des garants et gestionnaires de la culture yoruba. Normalisation des relations bilatérales entre le Bénin et le Niger. Le nouvel ambassadeur du Niger près le Bénin présente ses lettres de créance au ministre Olusegun Adjadi Bakari. Le Télégramme, procès, affaire, tentative de coup d'État contre Patrice Talon. La condamnation de Boko et Omeki s'est faite dans l'impartialité selon le bloc républicain. Pour le parti Les Démocrates, la justice était plus pressée que les accusés à rendre une décision pour un dossier criminel de moins de 5 mois. Lire l'intégralité du réquisitoire du procureur spécial de la Criette dans la parution du jour pour le Télégramme. Gaskiani Info, course à la présidence de la BAD. Wadaï, un désistement et des interrogations. Organisation des élections générales au Bénin, une avancée ou un recul. Selon Gaskiani Info, à découvrir donc dans sa parution du jour. Le progrès politique, les patriarches échangent les vœux. Condamnation de Boko, Omeki et Nieri, l'intégralité du réquisitoire du procureur de la Criette. Fraternité, fusion, UP, PRD, le clair-obscur de Humbedi, recours de Guy Mitokpep pour apologie du 3e mandat, la Cour tranche en faveur de Talata. Seconde session ordinaire 2024 de l'Assemblée nationale. Vitali Botton présente le bilan aux médias partenaires. Le matin, verdict de l'affaire complot contre l'autorité de l'État. Le bloc républicain appelle à la vigilance citoyenne et salue l'impartialité de la justice. Le bâtonnier de l'ordre des avocats coupable de violation de la Constitution. Le parti Les Démocrates relève des irrégularités dans le procès. La Nouvelle Tribune, visite de Boniaï à Nicéphore Soglo et Adrien Humbedi, une croisade pour le dialogue national. C'est un point d'interrogation à la fin. Nord-Sud quotidien, décrispation de la scène politique, les recettes d'Adrien Humbedi. Le matinal, verdict du procès Boko Omeki, l'impartialité de la justice saluée. Le parti Les Démocrates relève des irrégularités. Bruno Amoussou, aux figures de proue de l'UP et le renouveau, ne nous laissons pas distraire. Le patriarche appelle à la vigilance. Le Soleil Bénin Info, politique au Bénin, que cache la rencontre entre Yayi, Soglo et Humbedi? Point d'interrogation. La vie politique va prendre une autre tournure dans la perspective des élections de 2026 selon le Soleil Bénin Info. L'emblème du jour, reprise des manifestations dans les écoles et espaces publics. Le gouvernement baisse-t-il la garde? Point d'interrogation. L'événement précis, désigné meilleur ministre des Finances d'Afrique en 2024, Wadaï décroche une nouvelle distinction continentale. Le ministre des Finances n'a pas déposé sa candidature à la présidence de la BAD. Selon l'événement précis, aussi, affaire tentative de coup d'État, la justice condamne Boko Omeki et Nieri 20 ans de prison. La Nation, fin des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2024, bilan des 3 mois d'activité parlementaire présenté donc par le porte-parole. Énergie renouvelable au Bénin, des ambitions autour de la transition verte. Bénin, la Sénat alerte sur une fausse offre de recrutement. Nous sommes avec les 4 vérités à présent. Verdict du procès complot contre la sûreté de l'État. Un avertissement pour ceux qui seraient tentés de déstabiliser notre République. D'ici Karim Da Silva, présidence de la BAD. Romuald Wadaï se retire de la course. Voilà qui est confirmé par tous les quotidiens presque. Voilà pour les titres. La revue de presse dans un instant. Merci à vous, mon cher Marcel Arrossi. On vous retrouve donc en fin d'émission pour beaucoup plus de détails avec les journaux du jour. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, à tout de suite également. Et puis nous allons prendre une toute
petite pause pour retrouver la rubrique à présent le passé pour ressusciter nos héros. Ça va être avec Patrick Diossou. La pause dans quelques instants. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Mesdames, Messieurs, vous savez que les lundis, depuis un bon bout de temps, sur 5 sur 7 matins, nous avons décidé de faire un clin d'œil à nos héros nationaux, je dirais même internationaux, pourquoi pas, et nous mettons l'accent sur les grands hommes, les grandes femmes, les grandes figures, les grandes personnalités qui ont imprimé donc une sorte, je dirais, qui ont imprimé de leur personnalité à notre pays. Et aujourd'hui, Patrick Diossou se fait le plaisir de nous parler du 5e président du Dahomey, Tahirou Kongakou. Patrick Diossou, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Comment ça va? Ça va super bien. Content de vous retrouver sur votre émission. Oui, très content moi aussi. Alors, vous avez décidé, Patrick Diossou, de nous parler aujourd'hui du 5e président de notre pays. Oui, le 5e président de notre pays, c'est Tahirou Kongakou. 5e, lorsqu'on compte Justin Tometia Romandegbe. 5e parce que après Maga, il y a eu le général, il y a eu c'est tout un ensemble de mouvements qui ont conduit Tahirou Kongakou à devenir président. Il est né en 1913, il est parti en 1993, ça fait 3. Il a fait 23 ans
oui, 23 ans comme président de la République. Donc ça fait 3 aussi. Alors, Taïro Kongaku, il est né à Djougou. Donc il a grandi aussi à Djougou. Il a fait son école primaire. S'il faut parler simplement de sa vie primaire, son école primaire, secondaire à Djougou. Et après, il est venu à Vitor Balo. À Porto Novo. Oui. Il a passé le concours pour être reçu à Vitor Balo. Et de Vitor Balo, il a passé un concours. Et c'est un concours qui était au plan, je dirais, international. C'est l'AOF. D'accord? L'Afrique occidentale française. Et en passant ce concours, il a été reçu pour faire sa formation d'instituteur adjoint à William Ponty, à Dakar, au Sénégal. Dakar qui était la capitale de l'AOF. Oui, en ce temps. Et il faut dire que l'Afrique occidentale française, pour nos amis un peu plus jeunes, que c'est cette Afrique-là qui regroupait tous les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, de Dakar, puisqu'il est devenu instituteur adjoint, et il fallait, en devenant instituteur adjoint, on vous affecte dans l'un des pays de l'Afrique occidentale française. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de revenir dans votre pays d'origine. Voilà. Vous devenez, je dirais, un fonctionnaire international de tout l'espace. Oui, de tout l'espace de l'AOF. Oui. Et il est devenu fonctionnaire de l'AOF. Il a été affecté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et de là... Né au Bénin. Formé un peu au Bénin. Formé au Sénégal. Affecté en Côte d'Ivoire. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, avant de commencer, la première année, c'était une année d'abord de formation militaire, parce que c'était obligatoire, une formation militaire obligatoire en ce temps, bien avant que ça ne revienne au temps du PAPB au Bénin. Et puis c'était une méthode pour fouetter davantage le patriotisme à l'époque. Exactement. Le patriotisme, le civisme et tout ce qu'il y a comme ensemble pour que l'être humain soit complet en tant qu'être qui puisse réussir sa vie et réussir dans la vie. Oui. Alors, il a fait son service militaire. Et le service militaire lui a permis d'être soldat de 2e classe et puis de sortir sergent africain. Ah. Oui, c'était le titre en ce moment-là. Et il est sorti sergent africain parce qu'il était assez efficace, il était consciencieux au travail, il avait du soin dans ce qu'il faisait. Il n'était pas une ressource uniquement pour son pays. Non. C'est pour tout l'espace. C'est pour tout l'espace occidentale française. Oui. Alors il a continué à enseigner en Côte d'Ivoire. Mais... appelé par une fibre patriotique, il a décidé de rentrer au pays, de revenir au Dahomey. Et revenu au Dahomey, et cela lui a permis d'être enseignant instituteur adjoint à Cotonou. Et puis, en passant son CAP, enfin tous les diplômes professionnels, il a été promu directeur d'école à Bembereke, directeur d'école à Djougou, pendant sa ville natale. Sa ville natale. Qu'il retrouve quelques années plus tard. Oui. Donc, de Bembereke à Djougou, comme directeur, il a fait 16 ans. Dis donc. Oui, 16 ans de c'est la moitié d'une carrière, plus Oui. Oui. 16 années. 16 années. Ah, ben dis donc. Donc, je parlais de ces diplômes professionnels. Grâce à ces diplômes professionnels, c'était le DAP, le CAP. Et il est devenu maintenant instituteur hors classe, qui lui a permis d'être directeur. Et hors classe dès 1959, il a quitté l'enseignement en 1959 pour entrer dans le corps du commandement. Un corps de commandement où il a servi à Niki comme adjoint au commandant de cercle, puis sous-préfet. Vous voyez. Donc c'est comme ça que petit à petit il a glissé. La carrière politique a commencé. Sous-préfet, il a été nommé dans le corps des administrateurs dahoméens et muté à Tanguieta. Puis préfet du département de l'Atakora en 1963.
Mais ça Patrick, fait 3 qui reviennent. Faut marquer une pause. Moi, j'ai bien envie de vous poser une question. N'oubliez surtout pas le point sur lequel vous étiez. Oui. Quand on regarde un peu la progression de l'homme, oui. on remarque qu'il y a eu une formation, oui. il y a eu un métier, oui. puis la politique est apparue. Oui. Alors, ça veut dire qu'il avait un travail. Oui. Il avait une formation. Il était un homme de métier. Tout à fait. Avant d'intégrer la politique. Oui. Il n'est pas entré dans la politique par hasard. Par hasard ou bien parce qu'il n'y a pas mieux à faire. Non. Est-ce que vous pensez que la jeune génération fait le même choix, le même circuit aujourd'hui? Ce n'est pas certain. Je ne voudrais pas choquer cette jeune génération, mais je me dis que certains vont en politique parce qu'il n'y a peut-être pas quelque chose à faire ailleurs, ou parce qu'ils se disent oui, là je vais pouvoir m'enrichir, et ils ne font pas un parcours, il n'y a pas un parcours vraiment qui puisse les conduire à la politique. Les anciens avaient eu un parcours, ils avaient fait un parcours. Il faut avoir un métier. Oui. Il faut être professionnel de son domaine. Oui. Et mettre cette ressource à la disposition du pays par le biais de la politique. Oui. D'accord. Alors, donc, instituteur. Devenu administrateur, bon, donc commandant de cercle, puis, et c'est comme ça que petit à petit il a glissé vers la politique. Et en étant à la politique, je parlais de préfet de l'Atakora en 1963, j'ai dit le 3 qui revient, et en 65-66, disons qu'il a atteint un certain degré de sa carrière, et en 1966, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Vous voyez. Donc c'est un parcours qui est, je dirais, un parcours tranquille par rapport à celui qui est devenu fonctionnaire de l'État. Mais avant 66, où il est allé à la retraite, la vie politique, disons que cette vie politique l'a un tout petit peu rattrapé. Parce qu'il avait déjà commencé comme membre du premier parti du Dahomey, l'Union progressiste Dahomey, UPD, de 1945 à 1951. Tout en étant instituteur, il participait. Il faisait déjà ses armes en matière politique. Oui. Donc, il participait à tout ce qu'il y avait comme réunion pour pouvoir aider sa communauté à remonter. Non, d'abord, aider toute l'Afrique. On voit l'homme à l'antenne, grâce à la dextérité de Timothée Routon. On voit un peu la photo. C'est vrai qu'on parle de 1950 et quelques. Il n'y avait pas tellement moyen d'avoir des vidéos. Mais voilà un peu, disons, le visage du président Taïro Kongaku. Voilà. Merci d'avoir dit président. Mais avant d'être président, je parlais du premier parti du Dahomey. Et puis il est devenu... le parti a éclaté parce qu'il y avait eu quelques soubresauts. Certaines personnes du Septentrion ont trouvé qu'elles étaient lésées et ont formé avec Hubert Kutukumaga un autre parti. Et ces personnes... Taïro Kongaku en faisait partie. Il est le cofondateur et il est devenu même le secrétaire général adjoint du premier parti du Septentrion, le MDD. C'est le mouvement démocratique dahoméen. D'accord. Et il est devenu secrétaire général, il est resté secrétaire général de 1952. De ce parti-là. De ce parti à 1952, de 1952 à 1957. Et il y a eu encore effritement pour ce parti. Et ce parti, il est parti. Lui, il est parti de ce parti, excusez la tautologie. Bien sûr, il a quitté le parti. Il a quitté le parti pour se retrouver à l'UDD-RDA de 58 à juillet 59. Il n'a pas fait... Il a fait long feu. Donc, c'est pas pour jeter la pierre aux politiciens d'aujourd'hui, mais quitter un parti pour un autre, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Oui. Et en ce moment-là, c'était parce que Maga se présentait pour la deuxième fois, il voulait être encore le représentant pour la troisième fois, et certains ont trouvé que ce n'était pas bien, qu'il fallait laisser la place à d'autres plus jeunes. Bon, ça lui a réussi parce que lui aussi, il est devenu député plus tard. Donc, 63, je parlais de 63, il entre dans le gouvernement provisoire du général Soglo. Le général Soglo qui avait fait un coup d'État à qui?
à Maga. Ah ouais. Oui. Et lui, il est entré dans le gouvernement provisoire du général Soglo en tant que ministre des TP, travaux publics, ministre des télécommunications en ce moment-là, vous voyez, et ministre du tourisme. On a parlé des 3 T, ça fait T, travaux publics, et T, télécommunications, et T, tourisme. Donc, c'est à croire qu'il aimait les T. Oui, il aimait les T, il aimait les 3. Ah oui, oui. 3. Commençant par T, non, oui. En plus. Il devait avoir quelque chose avec les T, le cher président Taïrou Kongakou. Oui. Alors, en 1964, il a été élu, parce que, ayant bougé du parti de Maga, il a été élu député, puis président de l'Assemblée nationale du Dahomey, sous l'étiquette maintenant du PDD. Ah, c'est toujours une transition, on parlera de transhumance. Et en novembre 1965, Kongakou est devenu président de la République et chef du gouvernement. Oui, comment? En 1963. En 1963, oui. Comment? Parce que il était, disons, le président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale, et comme il y avait une situation où il fallait une nouvelle personne. Et à l'époque, c'est le président Arobandegbe qui était au pouvoir. Oui. Et il y avait des frictions. Donc, on a décidé de passer le pouvoir au président de l'Assemblée nationale. Et ce sont les militaires qui avaient décidé de le faire. C'est en 65 plutôt, pas en 63, en 1965. Oui. 63, c'est le coup d'État pour Maga. Tout à fait. Alors, en 1965, il est devenu président de la République. En novembre. Mais il a fait juste quelques jours, de 29 novembre. Oui, du 29 novembre au 22 décembre. Donc ça fait 23 jours pour être président, parce que le 22 décembre, il y a eu un coup d'État. Ah ouais. C'était l'époque où le Bénin était, comme le chantait Savoir Danielou, l'enfant malade de l'Afrique. L'enfant malade de l'Afrique. Il y avait des coups d'État à foison. Oui. On a même connu des présidents d'un jour. Oui, voilà. Et donc, le 22 décembre 1963, l'armée a pris le pouvoir. Mais en janvier 1966, Kongakou, qui a pris sa retraite en tant qu'homme fonctionnaire, a décidé de prendre aussi sa retraite en tant qu'homme politique. Donc en 1966, il a donc décidé de laisser la vie publique. La vie publique, oui, de tout laisser. 2 ans après, il a été rappelé, non pas pour un poste totalement politique, il a été rappelé comme membre du Conseil social, du Conseil économique et social, le CES du Dahomey. Et ses pairs l'ont élu président, donc président du Conseil économique et social. Et c'est en 1968. Et petit à petit, il a repris un peu goût, mais avec l'avènement du PRPB, il est resté très en retrait, totalement en retrait. Il a fallu que le renouveau démocratique revienne. À l'aune de la conférence nationale. Oui, exactement, pour qu'il soit choisi comme membre du HCR. Le HCR, c'est le Haut Conseil de la République, pas le Haut Commissariat des réfugiés. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Le Haut Conseil de la République. Et c'est en tant que membre du Haut Conseil de la République que, en 1993, malheureusement, il a fait un accident de circulation. Ça s'est passé à 7 ans et il est parti de Via Tripa. Donc c'est une mort tragique. Une mort tragique qui fait garder quand même en mémoire que c'est un homme qui a eu un parcours, qui n'est pas entré en politique par hasard et qui a pu marquer son temps parce qu'il était un homme qui était droit dans ses bottes.
ceux qui l'ont côtoyé disaient qu'il ne marchandait pas sa vérité. Et parlant de ceux qui l'ont côtoyé, ce n'est pas faute d'avoir pris des contacts. Hein. Je souffle aux téléspectateurs que vous avez pris quand même beaucoup de contacts, mais on ne sait pas trop pourquoi. De plus en plus, les gens n'aiment pas parler du passé. Et ils se sont désistés au dernier moment. Et puis bon, on se retrouve donc à parler du président sans ceux qui vraiment l'ont côtoyé, alors qu'ils nous avaient promis être sur ce plateau ce matin. Oui, mais nous remercions tout de même Mariam Kongakou, sa fille, et qui nous a parlé, qui nous a longuement parlé de son père. C'est pour cela que nous avons encore en mémoire beaucoup de choses. Elle a pris le temps de nous parler de son père, de ce parcours. Et elle dit qu'elle ne pourrait pas être là parce que ça ravive encore certaines choses. C'est quand même intime d'une certaine façon et c'est assez direct quand même. On parle de la fille du président. C'était des amis, des anciens collaborateurs, des camarades, on peut encore comprendre. Oui, alors nous la saluons, c'est une pharmacienne, et nous la saluons dans sa pharmacie. Et nous finissons en disant que il a été membre du HCR, ça je l'ai dit, mais il a reçu des distinctions que je voudrais énumérer rapidement ici. Bien sûr, mon cher Patrick. Et il a été chevalier des palmes académiques. Donc, ça ne m'étonne pas du moment où il a été, ou bien il est instituteur hors classe. Oui, voilà. Et vous savez qu'à l'époque, quand cette personne-là vous forme, vous avez quand même de la matière. Voilà, exactement. Ensuite, commandeur du mérite social. Puis, commandeur du mérite agricole. Vous imaginez donc, il a travaillé les champs. Quand il s'était retiré, c'est à ça qu'il s'était consacré. C'est à l'agriculture. Et puis, en fin de compte, grand officier de l'ordre national, en étant au Haut Conseil de la République. Donc, il est parti avec ces honneurs de la République. Eh bien, ce qui est sûr, Patrick, vous et moi, on ne travaille pas encore les champs, mais avec tout ce qu'on donne à la République, j'espère qu'un jour aussi, vous serez décoré, moi avec. Nous le souhaitons vivement. Bon, cher Patrick, ce qui est sûr, les yeux qui observent et qui décident de décorer vous observent depuis quand même un bon moment et ça viendra à coup sûr. À coup sûr. Allez. Je nous le souhaite à tous les deux. Ah oui, merci. J'accepte votre souhait. Merci. Allez, mon cher Patrick Dossou, merci de nous avoir replongé, voilà, j'y arrive, dans le passé et surtout d'avoir fait cette lumière sur le président Taïrou Kongakou. Lundi prochain, par la grâce de Dieu, on va ressusciter en griffe un autre héros de notre pays ou bien de notre continent, toujours avec vous, et pour montrer aux plus jeunes que on ne devrait pas nous supplier de nous intéresser à la vie publique de notre pays, quel que soit le domaine d'activité que où nous exerçons. Nous devons avoir aussi une pensée à ce qui se passe dans notre pays. Peut-être que nous avons des propositions, peut-être que nous avons des idées, des choses à faire valoir. Et donc, il ne faut pas rester dans son coin en disant la politique c'est pour les autres. Sinon, le président Taïrou Kongakou, pendant qu'il était instituteur, il travaillait quand même à être dans des partis, à militer. Et à donner des idées, à faire valoir ses idées, ses propositions. Et puis un jour, il est devenu président de la République. Et puis, il n'y a pas une formation construite pour devenir président. Oui, il n'y a pas une formation. Ça, c'est vrai. On milite pour le devenir. Alors, nous avons essayé depuis quelque temps, c'est tous les premiers lundis qu'on s'assoit c'est une expression, sur les anciens présidents. Donc, le premier lundi du mois de mars, on ira au 6e président de la République. Nous n'allons pas évoquer son nom, chercher. On garde le suspense. Dans un mois, on se retrouve. Oui, dans un mois, on se retrouve pour un ancien président de la République. Mais le lundi prochain, oui, on est là pour parler d'un intellectuel. Le deuxième lundi, c'est un intellectuel, un grand intellectuel de la République. Et le lundi prochain, nous allons parler de celui-là qui est célébré cette semaine. Nous parlons déjà de lui, Paulin Rontondji. Ah oui, le grand philosophe. Le grand philosophe. Qui nous a quittés il y a quelques mois. Oui, il nous a quittés le 2 février 2024. Ça fait exactement un an. Oui, alors nous allons parler de lui la semaine prochaine, le lundi prochain. Allez, mon cher Patrick Dossou, merci beaucoup de nous replonger dans le passé avec les grands hommes qui ont porté, qui ont
laisser des empreintes au niveau du pays, au niveau du continent. On se retrouve lundi prochain, mais pas forcément lundi prochain. Vous allez revenir tout à l'heure sur le plateau pour qu'on parle du sujet qui va faire débat aujourd'hui, puisque, mesdames, messieurs, nous vous l'avons dit à l'entame de cette émission. À votre avis, comment est-ce que l'État béninois peut accompagner ou devrait accompagner les médias pour une presse libre et crédible à la fois? Vous allez vous demander, mais comment est-ce qu'ils peuvent parler d'accompagnement de l'État et réclamer liberté et crédibilité à la fois? Eh bien, on fera le débat. Et oui, vous savez, depuis quelques années, l'aide de l'État à la presse a été un peu mise en métaphase 2, pour parler comme les biologistes. Et puis après, cette nouvelle mandature de la HAC a décidé donc de ressusciter cette aide de l'État à la presse. Comment est-ce que ça va se passer? Quelles sont les réformes? Comment est-ce que les acteurs même de ce domaine-là voient cette réforme-là et ce retour probable de l'aide de l'État à la presse? On va en parler dans le débat. Et Patrick, vous serez avec nous sur le plateau pour discuter avec nos invités également. Tout à fait. Allez, on fait tout ceci, mesdames, messieurs, juste après cette pause. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. Levons-nous comme un seul homme pour combattre le mauvais traitement, les viols, le mariage des filles mineures et les violences sexuelles qui sont des pratiques brisant la dignité humaine. Au Bénin, les violences basées sur le genre sont sévèrement punies par la loi. N'ayons pas peur de saisir les autorités judiciaires. Si nous sommes témoins ou victimes d'une quelconque violence, la prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. Prenons l'engagement aujourd'hui de briser le silence et de dénoncer tous les cas de violation de droits, quels que soient leurs auteurs. La limitation de la transhumance et l'interdiction de la transhumance transfrontalière a commencé par donner aux éleveurs beaucoup de leçons. L'élevage naturel, ça là c'est terminé. Il faut qu'on aille à un élevage où nous-mêmes nous allons produire les fourrages pour quand même donner de la graisse à nos animaux. Pour pouvoir disposer de l'aliment, c'est-à-dire le fourrage en quantité et en qualité suffisante, nous allons pouvoir appuyer tous les éleveurs autant qu'ils sont pour pouvoir mettre à leur disposition de l'aliment bétail à un prix subventionné. Le bénéfice que nous voyons, c'est l'éducation de nos enfants. Quand vous allez partir maintenant vers Fana, vous allez voir les enfants qu'on emportait là. Ils ne sont plus partis, ils sont à l'école. Il faut remercier le gouvernement et remercier le projet POSEP. Si nous ne changeons pas notre méthode, nous allons disparaître. Les éleveurs doivent pouvoir prendre leurs dispositions très tôt pour pouvoir assurer l'alimentation des animaux si tel est qu'ils veulent vraiment continuer dans cette activité-là. Il faut qu'on aille au fourrage, à la production du fourrage. C'est tout ce que je peux dire à nos éleveurs et qu'on essaie à chaque fois de leur répéter
le pâturage naturel qu'on doit mettre fin à ça parce qu'aujourd'hui c'est la source des conflits au niveau de toutes les communes du Bénin. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Levons-nous comme un seul homme pour combattre le mauvais traitement, les viols, le mariage des filles mineures et les violences sexuelles qui sont des pratiques brisant la dignité humaine. Au Bénin, les violences basées sur le genre sont sévèrement punies par la loi. N'ayons pas peur de saisir les autorités judiciaires. Si nous sommes témoins ou victimes d'une quelconque violence, La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. Prenons l'engagement aujourd'hui de briser le silence Et de dénoncer tous les cas de violation de droits, quels que soient leurs auteurs. Le débat matinal de ce jour, 3 février 2025, portera sur l'aide de l'État à la presse et surtout les réformes que l'actuelle mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication entend imprimer pour marquer donc son mandat à l'endroit des professionnels des médias et des organes de presse. Pendant près de 10 ans, l'aide de l'État à la presse s'est fait désirer, voilà, j'y arrive. Et puis donc, à la faveur de la dernière session, avec les conseillers de la Haute Autorité et de l'Audiovisuel, le président Édouard Loko a annoncé que désormais, il pourrait y avoir clairement le retour de l'aide de l'État à la presse. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Est-ce que ça va être une réalité? Comment est-ce que ça va se passer? Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a la création d'un bureau de vérification des publicités. Vous savez, la publicité reste une matière très importante pour les organes de presse, sauf qu'elle est mal répartie dans notre pays. Et donc, un bureau de vérification serait certainement un outil qui pourrait donc aider les uns et les autres à savoir comment est-ce qu'on calibre tout ceci. Pour en parler, je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous avons des voix autorisées du monde de la presse pour faire ce débat avec nous, peut-être pourquoi pas éclairer, faire des pistes, des propositions de solutions, peut-être à la HAC. Il est sur ce plateau, lui c'est un journaliste, on ne le présente plus, présentateur, animateur, mais surtout actuel directeur général de Eden TV, un groupe de presse. Donc Lam Abalo, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation matinale. C'est un plaisir de venir sur ce plateau parler justement des médias et de leur vie. Merci beaucoup. À côté de vous, nous avons Camus Cressel. C'est un écrivain, mais aussi un enseignant. Et quand je parle d'écrivain, il a justement porté une réflexion sur la HAC. La HAC et les élections face aux élections dans notre pays. Alors donc, vous voyez qu'il est à même, je vais dire, voilà, de parler de ces questions-là. Monsieur Cressel, bonjour. Bonjour.
Alors, vous êtes enseignant de l'histoire, vous nous parlerez de l'histoire de la HAC, vous nous parlerez de son rôle, vous nous parlerez également de ce qui nous rassemble ce matin, surtout l'aide de l'État à la presse. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Juste en face de vous, nous avons Patrick Diossou, que j'ai invité, qui est resté sur ce plateau. Patrick Diossou, merci d'être resté et surtout merci d'avoir accepté de faire le débat avec nos invités. On est ensemble et grâce à ce débat, je crois que nous allons mettre les pieds peut-être dans la fourmilière. Ah ben oui. Je crois, avec donc l'âme qui est avec nous. On dit souvent que les journalistes font les autres, mais ils ne parlent jamais de... Vous êtes d'accord avec moi, donc Ballon? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que de plus en plus, les journalistes parlent d'eux. Ah, ils commencent par parler d'eux. Les journalistes ont des revendications qui sont professionnelles, parce que nos conditions de vie et de travail sont ce qu'elles sont. Maintenant, il reste juste à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la presse devienne beaucoup plus libre, parce que c'est le vrai débat. C'est le débat de la liberté de la presse. Avant de venir sur le débat sur la liberté de la presse, donc là, Mabalo, pendant des années, l'aide de l'État venait en aide aux organes de presse à travers des formations, il y avait des soutiens financiers directs et tout ceci, la presse était habituée à cela. Puis après, il y a eu comme une léthargie, une suspension totale de cette aide-là et pendant près de 10 ans. Aujourd'hui, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, mandature Édouard Loko, fait une sorte de promesse de retour de cette aide-là. Comment est-ce que vous avez accueilli cette information? Bon, je dois dire que tous les médias, tous les journalistes attendaient certainement cet appui. J'ai du mal à accepter qu'on parle d'aide de l'État à la presse, parce que quand on parle d'aide, c'est un peu comme si nous étions des indigents, c'est un peu comme si c'était l'aumône qui se faisait. Donc moi, je travaille beaucoup plus pour qu'on parle davantage du financement public de la presse, comme on l'a dit dans le cas des partis politiques. Les partis politiques sont financés. Il faut revoir la terminologie. Absolument, au lieu de ça parler ne peut pas d'aide, continuer à être une aide. Voilà. C'est pour ça que j'ai été d'accord lorsqu'on a suspendu, par exemple, le fonds d'aide à la culture, parce qu'il ne faut pas aider, il faut plutôt financer publiquement, c'est l'argent public. Et donc, à partir de certain nombre de critères prédéfinis, on doit financer les médias. Comme on finance les partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques ont un financement public. Tout à fait. Il y en a qui ont même plus du milliard, parce qu'ils répondent à des conditions clairement définies par la loi et par nos autorités. Et donc, dans le milieu des médias, il est temps qu'on définisse des critères auxquels les uns et les autres doivent pouvoir répondre pour être financés. Pour moi, donc, je plaide pour que ça ne soit plus l'aide de l'État à la presse, mais que ce soit le financement public des médias. Et à partir de ce moment-là, il y a des critères. Par exemple, l'audience. Aujourd'hui, nous sommes l'un des rares pays encore en Afrique à ne pas mesurer les taux d'audience de nos médias. Comment est-ce qu'il est possible de financer un organe de presse quand on ne sait pas si certaines conditions sont remplies, notamment l'audience? Bénédiffusion existe, cette entreprise doit pouvoir aujourd'hui mesurer le taux d'audience. C'est même valable pour la publicité, parce qu'on ne peut pas parler de bureau de vérification de la pub sans savoir exactement qui sont ceux qui méritent. Donc pour moi c'est très important. Et depuis que je dirige un organe de presse, je comprends de mieux en mieux les problèmes. Nous sommes dans un pays, par exemple, où la presse n'est pas subventionnée. Figurez-vous que pour acheter du matériel, pour travailler, on est obligé d'importer, de payer les taxes exactement comme ceux qui sont dans les bâtiments et les travaux publics ou dans le commerce. Alors que ce que nous achetons comme équipement, c'est pour travailler. On n'est pas là pour revendre les équipements. Mais ça coûte énormément cher. L'achat, le fret, le dédouanement et tout le reste. Combien d'organes de presse sont en mesure aujourd'hui de s'équiper à l'ère des nouvelles technologies, de l'information et de la communication où tout va très vite. Tous les 6 mois pratiquement, il faut renouveler le parc de matériel et tout ça. Comment on s'en sort? Ce sont les vrais problèmes. Après, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'exonération. Donc aujourd'hui, investir dans les médias, c'est un gouffre financier. Alors, donc, et ça ne peut pas continuer. Donc, Amabalo, on va revenir sur toutes ces questions. On va aller pas à pas. Monsieur Camus Cressel, vous qui êtes, disons, spécialiste de l'histoire, vous venez d'écouter monsieur Abalo. L'entreprise de presse en République du Bénin devrait-elle être considérée comme les autres entreprises commerciales?
D'abord, il faut commencer par dire, pour aller dans le même sens que Monsieur Abalo, que la presse, vue en tant que quatrième pouvoir, doit être soutenue pour une indépendance véritable. Et ce soutien-là devrait venir de l'État, que ce soit un financement ou une aide. La presse a besoin d'un soutien. Mais de quelle nature? C'est là toute la question. Est-ce qu'il faut soutenir? Est-ce que c'est l'État qui soutient ou c'est le président de la République qui soutient? Parfois, on a l'impression que quand on soutient la presse, le pouvoir se donne le privilège de contrôler tout ce qui se fait. Et il y a comme une redevabilité de la presse vis-à-vis de l'État. Ce qui ne devrait pas être le cas. Parce que quand nous prenons tous les pouvoirs, dans un régime démocratique, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le législatif et nous avons le judiciaire. Le nouveau pouvoir, c'est la presse. Tous ces trois pouvoirs classiques sont soutenus. Maintenant, quand il s'agit de la presse, on définit des critères pour pouvoir contrôler. On définit des critères pour pouvoir limiter l'expression de la liberté. C'est là où se pose en quelque sorte le problème. Depuis 1997, disons même depuis le vote de la loi organique numéro 92 du 21 août 1992, la HAC a déjà mis sur pied une commission pour étudier les modalités d'attribution de l'aide de l'État. Mais on constate que soit vous parlez mal du pouvoir, on trouve des critères pour vous disqualifier, soit vous allez dans le centre du pouvoir et vous êtes honoré. On se demande si c'est l'aide, est-ce que c'est l'aide de l'État à la presse ou c'est l'aide du gouvernement à la presse. Mais en parlant ainsi, est-ce que vous semblez dire que les critères on continue de parler d'aide de l'État à la presse, sont à géométrie variable selon qu'on louange la gouvernance ou selon qu'on soit critique envers la gouvernance? C'est clair. Et vous savez qu'en 2010, il y a le syndicat des professionnels des médias qui s'était insurgé contre et qui a écrit plusieurs fois à la HAC pour dire, tel que la sélection se fait, qu'il n'est pas d'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce problème-là se pose et nous sommes ici, nous devons inviter les nouvelles autorités de la HAC à réfléchir dans ce sens. Nous sommes à l'approche de l'élection présidentielle ou même des élections. Il faudrait que cette aide-là ne soit pas pour donner une orientation à la presse. Il ne faudrait pas que cette nouvelle aide de l'État à la presse soit encore une corde à la cou des acteurs des médias. D'accord. Patrick Djossou, soutenir les médias, un appui aux médias, financement public aux médias, voilà un peu ce que voudrait donc Lam Abalo. On continue de parler d'aide de l'État à la presse. Nous nous posons la question aujourd'hui de savoir comment est-ce que, au même moment où la presse a besoin de cet appui ou de cette aide-là, comment est-ce que dans le même temps, elle peut être crédible et libre? Oui. Comment la presse peut être crédible et libre, cela dépend de ce que moi j'appelle souvent les tests. Parce que parfois on oublie les tests ou on veut les contourner. Et parfois aussi, même sans oublier les tests, on n'arrive pas à les lire dans leur contexte, dans leur, je dirais, dans leur actualité. Il y a des tests qui sont là et qui permettent de quadriller tout ce qu'il y a à faire. Et s'il n'y a pas de test, il faudrait en faire. Pourquoi je parle de tests? Oui, allez-y. Lorsque vous évoquez ce genre, enfin, l'aide ou l'appui ou le financement public, cela me fait penser à l'ODEM, Observatoire de la déontologie de l'éthique. Dont vous êtes membre d'ailleurs, oui, pour l'actuelle mandature. Oui, et l'ODEM qui, à un moment donné, utilisait cet appui, cette aide, ce financement, pour pouvoir assainir un tant soit peu
la coopération. Je ne dis pas que cela a réussi à tous les coups, mais cela permettait à l'ODEM d'avoir un pouvoir coercitif, un pouvoir de sanction, un pouvoir, je dirais, de brandir, même si c'est un épouvantail, de brandir quelque chose qui puisse faire peur aux organes de presse. Donc, lorsque vous avez réussi à ne pas être condamné par l'ODEM, votre organe est sûr d'être en pole position pour pouvoir bénéficier de cet appui. Mais lorsqu'il n'y a pas... il y avait des tests qui permettaient de le faire. Mais les tests ont-ils été appliqués à bon escient? Est-ce que les tests n'ont pas été, à un moment donné, dévoyés? Est-ce qu'il n'y a pas eu des appréciations qui dépassaient les tests, qui ne respectaient pas les tests? Ça, c'est la grande question. C'est pour cela que certains sont toujours sceptiques quand on parle de l'ODEM par rapport à cet appui, par rapport à cette aide, parce qu'il y aurait eu des moments où ils n'ont pas senti peut-être une certaine franchise dans la répartition de l'aide, ils n'ont pas senti quelque chose. Je dis peut-être, je ne dis pas de manière péremptoire, de manière affirmative. Mais ce qui est sûr, lorsque vous avez des tests qui permettent de réglementer ce genre d'appui, cela permet à tout le monde d'être un peu plus accroché et de penser à la crédibilité dont vous parlez. Lorsque l'organe qui bénéficie de cet appui en bénéficie effectivement, excusez la tautologie, cela signifie que cet organe est crédible dans une certaine mesure. Cet organe a respecté... Puisqu'ayant respecté les critères, oui, d'accord. Oui, des critères de déontologie, et des critères d'éthique dans une certaine mesure, et des critères de professionnalisme. Si l'organe respecte et bénéficie, il n'y a pas de souci. Mais il y aurait eu... je préfère utiliser cette expression. Il y aurait eu des moments où des organes ont bénéficié d'aide ou d'appui sans être totalement en odeur de sainteté. En odeur de sainteté. D'accord. Alors, je reviens à vous, donc là, Mabalo. À votre avis, comment est-ce que, avec ce retour annoncé de l'aide de l'État à la presse, comment est-ce que cette aide-là devrait être déclinée pour satisfaire les organes de presse, les médias? Non, de toutes les façons, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Parce que même dans cette aide-là, il y aura des conditions et il y aura des organes qui vont en bénéficier, d'autres pas du tout. Et donc, pour moi, je pense qu'il y a des piliers essentiels sur lesquels il faut avancer, notamment la formation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de formation. Mais je pense même que normalement, quand on est dans une profession, on n'attend pas un financement pour se faire former. La formation est une décision, un choix personnel, individuel. Mais il y a un cadre qu'on peut tracer pour faciliter, n'est-ce pas, l'accès à la formation aux uns et aux autres. Mais l'État avait commencé, je ne vous arrête pas, parce qu'il y a eu quand même, entre-temps, l'aide de l'État qui a été déclinée en cette formation-là où quand même certains confrères étaient formés à l'ENEAM à l'époque. Il faut continuer à le faire. C'est important. Maintenant, il faut le renforcement de capacité, parce qu'une chose est un cursus de formation normale, mais il n'y a que des gens qui ont totalisé un certain nombre d'expériences. Il faut peut-être renforcer leurs capacités compte tenu des réalités actuelles des médias. Parce que ça avance et ça va très vite. Chaque jour, les choses changent, donc il faut renforcer les capacités. Alors, la dernière chose que je vais dire, qui est pour moi une chose importante, c'est l'environnement de travail, les équipements. Il faut que les médias s'équipent. Ce n'est pas possible aujourd'hui de faire de la télévision, par exemple, si on n'est pas à un certain nombre de normes. Et ça coûte très cher. Et par rapport à ça, l'État doit offrir des facilités. Donc l'aide peut être directe avec financement. Bon, je dis aide parce que vous en parlez. Voilà, c'est dans l'appui ou bien le financement public. Mais ça peut être aussi des facilités qu'on offre aux médias pour se développer, notamment sur le plan fiscal, notamment sur le plan d'un certain nombre d'exonérations, par exemple, pour pouvoir encourager les entreprises de presse. Parce que oui, malheureusement, la loi au Bénin fait des entreprises de presse des entreprises commerciales. Et donc, à partir du moment où on parle de commerce, on parle de profit. Et quand on parle de profit, on est obligé, à un moment ou à un autre, de tordre le cou à certains principes pour pouvoir continuer à vivre et à exister. Donc, tout ça doit être réglé. Mais je fais partie de ceux qui pensent que
Le règlement du problème de la presse, c'est d'abord sur le plan de la loi. Il faut repartir à l'Assemblée nationale. Fort heureusement, nous avons aujourd'hui quelques journalistes, anciens journalistes à l'Assemblée qui devraient être à l'initiative d'un certain nombre de lois qui régulent notre vivre ensemble et notre métier. Donc si la loi aujourd'hui ne facilite pas l'expression de notre talent ou le fonctionnement des médias, on ne peut rien faire. Donc repartir à l'Assemblée pour voir le cadre légal et puis que ce cadre légal-là encadre également le financement des médias. Pour moi, c'est des chantiers sur lesquels il faut aller si on veut avoir une presse libre et professionnel. Mais attention, tout à l'heure j'ai entendu que quand on donne financement, on n'est pas libre. J'allais vous poser la question. Celui qui détient le cordon de la bourse, non, qui vous aide. Je ne suis pas d'accord. Parce que le financement, ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas l'apanage du Bénin. Même dans les plus grandes démocraties, on finance les médias. Mais pourquoi est-ce que là-bas, les gens ont une certaine liberté malgré le financement public? Il faut que nous soyons de plus en plus audacieux. Je pense que nous devons être de plus en plus audacieux. Notre métier nous offre aujourd'hui plusieurs possibilités. Il y a les faits, il y a les commentaires. Les faits, il faut les rendre en l'état. Il ne faut pas tordre le cou aux faits. Ça, c'est clair. Les faits sont sacrés. Absolument. Mais les commentaires, nous avons plusieurs styles dans notre métier. Et ces styles-là nous permettent de nous exprimer sans diffamer, sans insulter, mais de façon élégante. Et donc, quand vous travaillez de façon élégante, quand vous respectez les styles qui existent dans notre métier, vous pouvez dire des choses sans courir le risque d'être blâmé, d'être brimé ou d'être inquiété. C'est possible. Ayons juste un peu plus d'audace. Moi, je pense que c'est là. Et évidemment, pour être audacieux, il faut connaître les règles de notre profession. Il faut ne pas les enfreindre. Donc c'est quand on n'est pas sûr de ce qu'on fait qu'on rentre dans des tâtonnements qui peuvent vous amener à avoir des difficultés. Donc oui, une chose est de bénéficier du financement public, une autre est de travailler selon les règles de notre profession. Nous avons l'éthique, nous avons la déontologie. Quand vous respectez tout ça, je ne suis pas sûr que, même en cherchant des failles, qu'on puisse vous inquiéter outre mesure. C'est ma conviction personnelle. Je peux me tromper, mais je pense que c'est possible de bénéficier du financement et d'être libre et professionnel. Mais monsieur Christel, je viens à vous. C'est vrai qu'il faut soutenir la presse. Donc là, me l'a dit tout à l'heure, même dans les pays autres que le Bénin, l'État apporte un soutien, un appui aux organes de presse. Pas forcément à travers les contrats gouvernementaux, mais un cadre bien défini où les organes respectant ou répondant aux critères définis obtiennent cet appui-là, cette aide-là. Mais la problématique devant les Béninois, comment est-ce que celui qui vous donne l'argent, celui qui vous finance, celui qui vous aide, peut accepter que vous soyez critique envers lui? En réalité, c'est la presse elle-même qui doit se donner du courage. Vous savez qu'il y a trois types d'aide à la presse. Il y a l'aide directe, il y a l'aide indirecte et l'aide mise. L'ARAC a fait l'option de l'aide indirecte. Et c'est la description que vient de faire M. Donclam tout à l'heure. Il faut former. Et depuis 1998, l'ARAC ne fait que former les journalistes. Il faut les appuyer. Il faut les accompagner dans leur travail, dans l'installation même. L'ARAC a toujours fait ça. Et tout ce qu'il a dit, l'ARAC a fait. Si nous comparons l'ARAC du Bénin, ce qui se passe au Bénin et ce qui se passe au Sénégal, c'est tout à fait le contraire. Au Sénégal, c'est l'aide directe. C'est l'aide directe de sorte que le gouvernement octroie, j'ai bien dit le gouvernement, le gouvernement octroie directement, met directement à la disposition des organes de presse des financements. Ce qui fait que si vous parlez mal, le fait s'est observé surtout pendant la gestion du président Wade. Donc si vous critiquez sa gestion, vous ne pouvez plus jouir de ce financement. On se demande si on aide véritablement la presse. Mais au Bénin, ici, ça se passe mieux qu'ailleurs. Ça se passe comme en France. Mais il reste que les acteurs des médias aussi aient le courage de dire « nous allons exercer notre travail ». Il faut le dire.
Au Bénin, il y a une commission qui définit les conditions et les modalités d'accès au financement, pour prêter le mot de M. Donclam, ce qui n'est pas pareil ailleurs. Et dans cette commission, il y a 4 représentants de la RAC. Je crois 6 représentants du gouvernement et 7 représentants des associations de professionnels de médias. Ça fait 17 membres. Et sur les 17 membres, vous voyez, il y a 7 acteurs des médias présents. Donc, déjà là, ils peuvent peser par le nombre. Un travail de lobby, par exemple. Et peser par le nombre et donner l'orientation à suivre à la RAC. Et même la sélection se fait dans cette commission. Monsieur Christel, Monsieur Donclam, Monsieur Abalo Dumas a évoqué un sujet, l'exonération du matériel des droits de douane, quand les médias, quand les organes de presse importent les outils de travail, il y a des sociétés qui bénéficient de ces exonérations. Est-ce que c'est une piste possible d'appui à la presse? Naturellement, parce que quand c'est une charge de l'État, ça dit que c'est des profits en moins à l'État quand on donne cet avantage-là à des sociétés. Au lieu de remettre directement les sous ou les fonds à l'organe de presse pour aller sur le marché acheter, on préfère faire cette exonération. Le matériel lui revient moins cher et c'est aussi une forme d'aide. Je vous ai dit que la RAC a choisi, c'est vraiment la RAC, sinon la loi organique ne donne pas directement le privilège à la RAC d'organiser l'aide de l'État ou de répartir l'aide de l'État à la presse, mais il se fait que en 1997, à l'issue du Conseil des ministres du 2 avril de cette année-là, il a été décidé que ce soit la RAC qui répartisse l'aide de l'État à la presse. Et le mode que la RAC a choisi, c'est l'aide directe, l'aide indirecte. C'est pourquoi, au lieu de remettre de l'argent, on peut exonérer. Au lieu de remettre de l'argent, on peut former. Au lieu de remettre de l'argent, la RAC peut accompagner. Et c'est ce qu'elle a fait jusqu'à la suspension de cette aide de l'État à la presse au profit de contrats. D'accord. Alors, vous faites bien de jeter par là les contrats. Patrick Dessau, c'est un secret de Polichinelle que de dire que l'exécutif entretient un certain nombre d'organes de presse par des contrats. Voilà, un contrat qui vous lie et puis vous collaborez avec l'exécutif. Est-ce que c'est une forme d'appui aux organes de presse? Oui. En fait, cela avait toujours existé, ce genre de contrat. Contrat tacite ou cela contrat... ne date pas du gouvernement de la gouvernance de la rupture. Non, cela ne date pas de la gouvernance de la rupture. Et il y avait toujours des contrats de manière tacite ou de manière indirecte, des contrats qui pouvaient être signés totalement, vraiment, ou des contrats, je dirais, je n'aime pas trop l'expression, mais c'est comme ça, de gré à gré, et où on sait que cet organe, c'est notre organe, cet organe est dans notre, je dirais, couvent, et cela se faisait. Donc, ce n'est pas quelque chose que je ne table pas sur ça pour dire, voilà, parce qu'il y a un contrat, cet organe est totalement pour, cet autre organe est totalement contre. Non, c'est une question de contrat entre une personne morale et une autre personne morale. Et dans ce genre de contrat, les clauses ne sont pas toujours les mêmes. Et ça dépend de la personne morale et de l'acquaintance qu'on a avec cette personne morale. Il y a certains organes qui avaient toujours eu des contrats avec l'exécutif, mais qui n'ont jamais été touchés, on n'a jamais senti qu'il y a eu, je dirais, une acquaintance trop parfumée avec l'exécutif. Ils avaient des contrats, mais quand il y a à dire quelque chose, ils le disent. Et donc là, on m'a parlé tout à l'heure d'audace.
Et Cressel a parlé de courage. Audace et courage, oui, cela a manqué à un certain moment à certains organes. Mais quand on parle d'audace et de courage, il faut nuancer. Et donc là, l'a déjà dit, c'est audace et courage dans la déontologie et dans l'éthique. Ce n'est pas un courage et une audace qui va à l'affrontement et être effronté par rapport à l'exécutif. Effronté, vous allez subir les conséquences. Parce que quand vous attaquez librement, sans prendre de gants, vous subissez les rigueurs de la loi parce que la diffamation est punie, la calomnie est punie. Lorsque vous êtes sur ce pan pour pouvoir parler, vous êtes puni. Donc, ce n'est pas par rapport à un gouvernement, c'est comme ça, c'est dans toutes les sociétés comme ça, lorsque vous diffamez, lorsque vous calomniez. Maintenant, il faut pouvoir savoir quelles sont les limites à ne pas franchir. Et ce sont ces limites-là qui font que certains pensent qu'avoir un contrat avec un gouvernement, que ça ressemble à une accointance et que ça peut limiter la liberté. Non. Lorsque vous faites correctement votre travail, vous savez le faire avec déontologie, avec tact, avec élégance. J'ai même aimé son mot. Avec élégance, vous pouvez, quand vous savez laver vos mains, vous pouvez manger avec les grands. Oui. On le dit, d'accord. Alors, donc là, je reviens vers vous. L'ARAC a émis l'idée d'un bureau de vérification de la publicité. Quand on sait que la publicité reste quand même, je dirais, un élément essentiel aux organes de presse pour capter des ressources financières pour se développer. À votre avis, comment est-ce que vous entrevoyez la mise en place et le fonctionnement de ce bureau de vérification des publicités? Oh, ce n'est pas un nouveau projet. C'est un projet qui existait. Moi, j'ai déjà participé à des réunions où on a parlé abondamment de ça. Il y a eu même, au niveau de l'ancienne RAC, je vais appeler ça sondage, ils ont même distribué à un moment donné un questionnaire pour que les responsables des médias répondent à un certain nombre de questions sur comment ils auraient souhaité que la publicité soit régentée, soit contrôlée et tout le reste. Donc, ce projet n'est pas nouveau. C'est un projet qui est connu par les professionnels des médias. Mais ce que je dis souvent, c'est quoi? C'est impossible de parler de la publicité, de sa régulation, si on n'a pas une loi sur la publicité. Encore une fois, je repars à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse voter une loi sur la publicité, le sponsoring. Je sais que le ministre, à l'époque, Gani Ousoglo, avait été porteur d'un pareil projet, alors qu'il était à l'Assemblée nationale, même quand il était au gouvernement. Je n'ai pas souvenance que ça ait prospéré jusqu'à présent, donc il faut le faire. Mais il n'est pas possible de parler de publicité si on ne mesure pas les audiences des organes de presse. On doit savoir qui est qui. Absolument, parce que même le client a besoin de savoir quel est l'organe de presse qui a le plus d'audience aujourd'hui. Et qui porte loin son message. Celui qui va faire la publicité attend un résultat. Oui. Aujourd'hui, à l'ère des nouvelles technologies, on n'a plus de zone de couverture en réalité. Quand vous existez sur Internet, qui est no man's land, vous êtes partout et puis tout le monde vous suit. Oui. Il faut mesurer votre audience avant d'aller vers la publicité. Il y a des pays dans lesquels l'audiovisuel public ne fait pas la pub. Mais vous faites la pub ici, abondamment. Et des fois même, on ne négocie pas vos tarifs. Alors que, dans la loi, vous nous prenez de l'argent pour être subventionné. Vous parlez de nous, vous parlez de la SRTB. Je parle de l'audiovisuel public. L'audiovisuel public. Oui, parce que dans la loi de finances, on nous prélève de l'argent pour vous financer. Tout à fait. Donc, pourquoi vous faites la publicité au même titre que les médias privés? Donc, il y a un problème. Et le bureau de vérification de la publicité, la loi doit régler ça pour que nous soyons traités tous sur un pied d'égalité. Je le dis comme ça, pour que les gens travaillent justement à faire de nos entreprises de presse des entreprises viables. Donc oui, il faut un bureau de vérification de la publicité. Pour moi, c'est important. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Cressel, je reviens à vous. La publicité permet de renflouer un tout petit peu les caisses des organes de presse, mais à l'heure d'éthique, à l'heure des réseaux sociaux où n'importe qui peut créer un organe de presse en griffe déjà en s'inscrivant sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que la RAC pourrait s'organiser pour qu'à travers le bureau de vérification des publicités,
ce domaine soit vraiment régenté, pour emprunter le mot de Duncan Abalo, soit réglé, soit dirigé de façon plus ou moins objective? Il sera très compliqué pour la RAC aujourd'hui de réussir ça. Vous savez que avec les nouveaux médias, il est très facile d'avoir un média en ligne. Vous avez vu avec les tout derniers développements, la RAC était obligée de suspendre certains médias en ligne, mais il en reste. Quand vous prenez aujourd'hui TikTok, tout le monde est libre d'aller sur TikTok. Il faut préciser que la RAC n'a pas suspendu parce que les médias, ces nouveaux médias sont devenus nombreux. La RAC a suspendu selon les thèmes du communiqué parce qu'ils n'auraient pas respecté les conditions d'installation. Et qu'ils n'auraient pas un contrat avec la RAC. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut aller sur TikTok, passer le message qu'il veut. Moi, je voudrais parler de la communication commerciale. Tout le monde peut faire de la communication commerciale. Et la RAC n'arrive pas à contrôler depuis des années. Il faut vous rappeler qu'en 2010, la RAC a interdit la communication à outrance des établissements privés qui donnaient de fausses informations. Et en fin d'année, les parents qui ont inscrit leurs apprenants, leurs enfants dans ces écoles-là trouvent que ce qu'on leur a dit au départ n'est pas ce qu'ils ont subi. Au-delà de la RAC, le ministère de la Santé publique avait aussi interdit la publicité commerciale des médicaments et de la pharmacopée. Voilà. Donc c'est pour surmonter cette difficulté, à mon sens, que la RAC a voulu mettre sur pied un bureau de vérification de la publicité. Mais comment ça va se faire à l'ère du numérique, tel que vous posez le problème? Ce serait tellement difficile et nous allons attendre de voir. Mais ce qui est déjà possible, c'est qu'avec les médias traditionnels, c'est-à-dire la presse écrite et la presse audiovisuelle, la RAC pourra faire quelque chose. En ligne, la RAC pourra agir face à ceux qui ont directement une convention avec elle. La RAC pourra également agir face aux plaintes. S'il y a plainte contre X ou contre Y, la RAC pourra agir. Mais le bureau de vérification de la publicité ne pourra pas être en même temps sur Facebook, en même temps sur TikTok, en même temps partout. Donc c'est une tâche assez vaste. Elle pourra faire ce qu'elle peut et peut-être avec le développement de la technologie, elle fera le miracle. Patrick Dessous, vous croyez à ce miracle? Je me dis oui. Il faut y croire parce que malgré tout, nous avons en nous une force. Lorsque nous croyons à ce qui peut se faire, cela se fait. Et quand on est défaitiste, quand on est pessimiste, on ne réussit pas. Et déjà, ne pas être pessimiste par rapport à ce programme, par rapport à cette idée, par rapport à ce défi, parce que c'est un défi immense. Il a dit, c'est assez immense, c'est un défi himalayen, c'est un défi qui est planétaire. Et quel pays arrive à vraiment contrôler si le pays ne bloque pas totalement? Je ne voudrais pas citer certains pays qui ont bloqué TikTok, qui sont revenus après, je ne voudrais pas les citer, suivez mon regard. Et il y a certains pays qui ont bloqué Facebook, il y a d'autres pays où vous ne pouvez pas accéder à certaines plateformes. Ça, c'est un choix du pays. Maintenant, est-ce que le Bénin va faire ce choix pour pouvoir bloquer d'abord avant de penser à réglementer et à avertir? En faisant ça, est-ce qu'on ne parlera pas au même moment de restriction des espaces de liberté, d'expression? Voilà aussi le danger. Lorsque vous bloquez, on parle de restriction de liberté, on parle de liberté confisquée, mais il faut quand même réglementer. Et comment faire pour que la publicité puisse... on le sait, sur TikTok, tout le monde peut faire de la publicité. Mais si c'est un organe, lorsque vous faites une activité qui ressemble à une activité d'organe, vous vous retrouvez sous le couvert de la HAC.
c'est pour cela que je ne voudrais pas expliquer la décision de la HAC, ce n'est pas pour l'expliquer, mais c'est pour dire, pour ceux qui se disent que la HAC a averti une personne qui est sur TikTok, je dis oui, la personne à un moment donné relayait d'autres informations. Mais se comportait comme un média classique. Non, la personne ne se comportait même pas comme un média classique, mais relayait simplement. Mais dès que la personne a commencé à aller en reportage pour se comporter comme un média classique, elle se retrouve sous le couvert de la HAC. Donc, il faut pouvoir savoir que lorsque vous faites certaines activités qui ressemblent à des activités de médias, vous êtes sous le couvert de la HAC et quand vous êtes au Bénin, il n'y a rien à dire là-dessus. Et vous devez vous conformer maintenant à la loi sur les organes de presse. Si vous n'êtes pas comme ça, il vaut mieux vous éloigner de tout ce qui peut ressembler à un organe de presse. Vous relayez... Encore qu'en remplissant ces conditions, c'est aussi se positionner pour l'appui de l'État à la presse. Pourquoi pas? Donc là, pour le financement. Mais ça, c'est... je ne dis pas que j'ai dit, je n'explique pas, je ne veux pas expliquer. C'est ma compréhension de la décision de la HAC. Je ne suis pas dans le convent. Donc là, vous voulez réagir? Je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on peut tout faire sur TikTok. C'est pas vrai. Même là, votre compte peut être banni. C'est régenté. Il y a des publications que vous ne pouvez pas faire. Lorsque vous allez dans certains domaines, votre compte peut être dénoncé et banni par TikTok. Et quand on dit banni, c'est suspendu. Absolument. Donc partout, c'est réglementé. La publicité est régentée. Donc, que ce soit les médias sociaux, que ce soit les médias classiques ou traditionnels, il y a des règles qu'il faut respecter. Facebook, vous publiez un certain nombre de choses, vous pouvez être mis en quarantaine. Exactement. Ça, c'est clair. Donc c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Maintenant, il faut qu'il y ait un peu plus de justice là-dedans. C'est pour ça que moi je plaide pour qu'il y ait des critères qui soient communément établis, qu'on sache que ce sont des critères objectifs. Quand vous répondez à ces critères-là, vous avez l'appui de l'État, parce que l'État doit appuyer. Vous appelez à une sorte de transparence. Absolument, transparence. Et la transparence dont je parle, en fait, c'est la qualité de votre média. Cette qualité, je vous dirais, cette transparence est tributaire de cette qualité-là. Donc, il faut que nous travaillions à être crédibles. Et j'aime bien la méthodologie de la HAC, parce que si vous observez bien, c'est vrai qu'on nous a parlé de l'église qui doit revenir au cœur du village et tout ça. Et donc, il y a un travail préalable qui a été fait. Donc, un travail de nettoyage. Ça s'est passé au Sénégal également. Donc, il y a un travail préliminaire. Avant maintenant d'aider ou avant maintenant de financer, il faut nettoyer. Et ce travail-là est peut-être en train d'être fait par la HAC, ça peut ne pas avoir l'unanimité parce que nous avons ressenti normal, et tout le reste, c'est normal, mais il faut y aller. Parce que si nous voulons une presse libre, indépendante, crédible, il faudrait que nous ayons des journalistes libres, à l'abri du besoin. Parce que ça, c'est très important. Et puis ensuite, des gens qui sont audacieux et qui se cultivent. Parce que le linge sale se lave en famille, certes, mais on n'a pas toujours beaucoup de fierté à voir certaines productions qui viennent de notre sérail. Et donc, il faut que nous travaillions à nous cultiver au jour le jour et à être à la pointe de l'actualité. Lorsque nous posons des questions à des gens que nous recevons, il faut bien que nous sachions de quoi nous parlons. Si nous ne savons pas de quoi nous parlons, eh bien, même l'auditeur ou le téléspectateur qui vous regarde peut vous juger à travers la qualité de votre prestation sur votre parcours, votre culture générale. Il va se demander mais de quoi il parle. C'est important, c'est important. Et notre langue de travail, c'est le français. Il faut le manipuler. Pas de façon exceptionnel, mais il faut savoir de quoi on parle. Il y a tout ça qu'on doit faire comme préalable à notre niveau avant maintenant de prétendre à un quelconque financement. Oui, mais donc là, moi je voudrais vous interroger sur ce que vous venez de dire. Quand vous parlez de qualité des productions, est-ce que les organes de presse, les producteurs ont souvent le financement qu'il faut pour des productions de qualité? Si vous avez votre projet, parce que personne ne peut vous financer si vous n'avez pas votre projet. C'est comme un plan d'action. Vous avez votre projet, vous savez où vous allez, vous avez vos objectifs qui sont spécifiques ou généraux, vous avez votre plan de financement et il y a des structures qui vous financent. Ça, je pense que ça existe. Mais si vous ne savez pas où vous allez, personne ne peut mettre des moyens dans le vide. Donc, on n'attend pas toujours forcément que ce soit
l'organe de presse qui finance une production, il y a la possibilité de faire financer vos productions par des structures à l'international. Ça dépend de là où vous allez. Donc moi je pense que quand vous savez où vous allez, vous avez votre plan de travail, vous avez des objectifs que vous fixez et vous avez une méthodologie de travail, vous allez à la recherche de financement. Il n'y a pas de production sans budget de production. Combien sommes-nous à pouvoir faire un budget de production ? Donc ce n'est pas une question vers laquelle on va ex nihilo, non, on va parce qu'on sait là où on va. Et donc quand c'est clair comme ça, voilà, combien d'entreprises de presse ont un budget de fonctionnement ? Mais une entreprise de presse, c'est comme un État. Vous avez un budget de fonctionnement. Vous ne financez pas, ou vous ne sortez pas de l'argent sur un coup de tête. Vous avez prévu vos dépenses. Vous avez prévu vos dépenses annuelles. Vous savez que ce que vous mettez de côté pour les salaires, pour les acquisitions, vous savez tout. Et quand vous avez ça, vous avancez. Mais quand vous êtes... Vous fonctionnez à la petite semaine, ça ne peut pas marcher. D'accord. Donc là, ma raison, je voudrais juste... une petite parenthèse. C'est quelqu'un qui m'a dit, mais j'ai appris que vous êtes en train de faire le PTA à l'ETB. PTA, c'est pour les ministères, non? Excusez vos sourires. Oui. Non, ce n'est pas pour les ministères. Le plan de travail annuel, c'est pour toute entreprise, pour toutes les structures. Je dirais même que les familles aussi devraient avoir chaque famille doit avoir un PTA. Voilà. C'est justement ça. On se dit que une production, non, il suffit... Patrick Gassou, on n'a pas vu le temps passer. Maurice Tonton qui a recensé pour nous les avis des internautes, puisque nous avons demandé, amis téléspectateurs, aux internautes, comment est-ce que vous, à votre niveau, vous pensez que l'État devrait, voilà, c'est l'expression, accompagner les organes de presse, les médias, pour une presse libre et crédible à la fois. Vous avez certainement répondu. Mon cher Maurice Tonton, bonjour. Bonjour Alain Sochoumen, bonjour à tous et bonjour à toute la question du jour de ce lundi. Vous venez de la rappeler, à faire réagir nos amis internautes. On va dire que ce n'est pas, on va dire que c'est une question un peu spécifique aux journalistes, mais ce n'a pas pour autant empêché les internautes de se prononcer et je préfère vous avertir tout de suite. Les réactions sont assez sévères, des suggestions radicales, mais ça reste l'avis de nos amis internautes qui se sont penchés sur l'interrogation du jour. On va commencer par prendre le commentaire. Koumassa Maurice, pour commencer, nous dit « Le seul vrai moyen de l'État pour accompagner les médias pour une presse libre et crédible dans notre pays est de considérer les médias comme un contre-pouvoir en leur garantissant la liberté entière par la dépénalisation des délits de presse, puisque l'image des médias béninois ces derniers temps est chaotique, selon cet internaute qui dit que cette image n'honore guère le pouvoir exécutif qui ne tolère plus les critiques dans les médias. Roland Bocor va nous proposer une solution radicale. Il dit qu'il faut supprimer la RAC, qui est un organe budgétivore, car l'ODEM joue pleinement déjà le même rôle. La RAC, avec 66% de politiciens qui ignorent parfois les réalités du milieu, ne nous honore guère. L'État doit accepter les critiques pour éviter d'avoir une presse propagandiste dont personne n'en veut. L'État verra à la formation et à l'éthique des professionnels. Chacun répondra des excès et l'ODEM saura le faire. Autre commentaire sur la question du jour. Parfait Zinvoedo nous écrit que l'État doit veiller à la protection de la liberté de la presse sans intervenir directement dans la production des contenus médiatiques. Sa mission consiste à créer des conditions propices à l'exercice d'un journalisme indépendant, crédible et diversifié. Il faut garantir l'autonomie économique et éditoriale des médias. Cela est essentiel pour prévenir toute forme de dérive propagandiste. On va prendre encore 2 commentaires sur la question du jour. Séou Innocent nous écrit que l'État béninois pourrait vraiment jouer un rôle clé pour soutenir les médias et assurer une presse libre et crédible. D'abord, cela passera par l'établissement d'un cadre législatif qui protège la liberté de la presse et défend les journalistes contre les pressions politiques et économiques. Ensuite, pourquoi ne pas envisager des aides financières, s'interroge Séou Innocent qui dit des subventions pour les médias, surtout les petites structures, pourraient les aider à se développer
tout en préservant leur indépendance. Et il serait aussi bénéfique d'offrir des formations pour améliorer les compétences des journalistes en matière de recherche, d'investigation et d'éthique, et un accès plus aisé aux informations publiques serait un vrai plus permettant aux journalistes d'informer le public de manière précise et complète. La protection des journalistes est également cruciale, ajoute Seoui Innocent, qui dit qu'il faut mettre en place des mécanismes pour les défendre face aux menaces et aux violences qui serait donc un pas important. On va prendre un dernier avis, Gabriel Adanou, qui a une approche tout à fait différente, qui nous dit le monde des médias fait face à des défis majeurs comme l'essor de l'intelligence artificielle, l'impact des algorithmes, la désinformation et la nécessité d'une éducation aux médias du public. Les ingérences étrangères et les manipulations de l'information aggravent cette crise. Ainsi, le droit des citoyens à une information fiable, indépendante et pluraliste, essentiel à notre démocratie, est plus que jamais compromis. Il est donc urgent de se mobiliser pour protéger l'intégrité de l'information et garantir un espace médiatique libre et responsable. Il faut d'abord commencer par régler ces problèmes avant de discuter des moyens par lesquels l'État peut soutenir le monde des médias pour assurer une presse libre et crédible, selon Gabriel Olamibode Adanou. Voilà, comme je vous l'ai annoncé, les avis sont divers et variés sur le sujet et vous avez pu le constater. Merci à vous, mon cher Maurice Tantan. Nos amis internautes donc nous suivent de près. Ils nous surveillent, mais je dirais comme du lait sur du feu. Allez, merci à vous. Chers amis, on va faire un dernier tour de table pour clôturer. Donc, Laman Ballon, on commence par vous. Merci de m'avoir invité. C'est nous qui sommes honorés de recevoir. Merci. Monsieur Cresset. Oui, je voudrais réagir par rapport à la lecture. Oui, allez-y rapidement. Je voudrais dire que l'ODEM ne joue pas le rôle de la HAC et ne peut même pas jouer le rôle de la HAC. L'ODEM est une institution républicaine, alors que l'ODEM est le tribunal des pairs, c'est-à-dire une instance d'autorégulation. Je vous remercie de m'avoir invité à votre plateau. C'est moi, Patrick Dossou. Oui, autorégulation pour l'ODEM, ce n'est pas le même rôle que la HAC. Mais je voudrais quand même dire que les internautes, j'ai bien aimé le fait qu'ils aient essayé de rentrer vraiment dans le sujet et de rendre compte, parce que c'est un sujet assez vaste. Merci à vous, Maurice Tantan. Merci. On se dit rendez-vous demain pour une autre question. Allez, chers amis, on va marquer une courte pause pour recevoir Marcel Arrossi sur ce plateau. La revue de presse, chose promise, chose due, Marcel Arrossi est là. Marcel, à nouveau, bonjour. Bonjour de nouveau, bonjour à tous. À la une, le désistement de Ouadani à la course, dans la course à la BAD, Banque africaine de développement. Un désistement et des interrogations. Il a surpris tout le monde en renonçant à sa candidature pour la présidence de la Banque africaine de développement BAD, malgré un profil considéré comme solide pour succéder à Hakim Moui Adesina. Il n'a pas déposé sa candidature avant la date limite du 31 janvier 2025. Les motivations précises de Romuald Ouadani restent à ce jour non confirmées officiellement, alimentant donc diverses spéculations. L'une des raisons de ce retrait, pointe Gaskiani Info, serait peut-être l'absence de soutien politique de poids. Dans une élection de cette envergure, le soutien des chefs d'État et des actionnaires influents est crucial. Ainsi, l'avenir de la BAD et la gouvernance économique en Afrique se dessine sans l'implication du ministre béninois, regrette l'événement précis, mais avec l'émergence de nouvelles dynamiques et prétendant prêts à relever ce défi pour le développement du continent. Ce retrait redistribue les cartes pour la succession à la tête de la BAD, laissant le champ libre à d'autres candidats déclarés. Au total, selon l'événement précis, 5 ambitions sont dans le starting block, rappelle donc le journal. La Sud-Africaine Swazi Shabalala, le Sénégalais Amadou
hôte le Mauritanien Sidi Ould Ta, le Zambien Samuel Mouzele Maïbo et le Tchadien Mohamed Abbas Toli sont les dossiers enregistrés à l'institution financière panafricaine ayant son siège à Abidjan. Selon certaines sources, Wadaini n'aurait pas obtenu les appuis nécessaires pour une candidature réussie face à une compétition intense entre des figures influentes des finances africaines, rappelle Gaskiani Info. D'autres observateurs suggèrent que Wadaini pourrait se concentrer sur la scène politique béninoise, notamment en vue de l'élection présidentielle de 2026, où son nom est évoqué parmi les potentiels candidats. Marcel Arossi, les journaux parlent également de l'impartialité de la justice dans le procès Bokor Omeki. Le verdict rendu le 30 janvier 2025 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire Bokor Omeki a suscité diverses réactions au sein de la classe politique béninoise. Le bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle, a salué l'impartialité de la justice, rapporte le Matinal. Selon le bloc républicain, ce procès démontre la détermination des institutions judiciaires à préserver l'ordre constitutionnel et à dissuader toute tentative de déstabilisation de l'État. À l'opposé, les démocrates exprime des réserves quant à la régularité du procès. Adrien Humbedi, selon la Nouvelle Tribune, a souligné l'importance de se retrouver sous l'arbre à palabre pour un dialogue inclusif entre les acteurs politiques, rappelant l'esprit de la conférence nationale de 1990. Ce sera donc tout pour la revue de presse de ce matin. Marcel Arossi, merci d'avoir officié brillamment. C'est un plaisir. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Avec le même plaisir. Allez, mesdames, messieurs, ce fut un réel plaisir d'avoir présenté cette émission matinale et de vous avoir accompagné durant les premières heures de cette journée que nous vous souhaitons d'ailleurs brillante, lumineuse et bénie de part et d'autre. Merci à Timothée Ronton, Arnaud Tosset, merci à Emma Agassounon, merci à Tonakpa Stanislas, merci à tous les autres confrères de la diffusion également. Je ne vous oublie pas, chers amis. On se retrouve demain, par la grâce de Dieu.